Ghislain Sabourin, comment ça va? Très bien. En fait, j'ai un rêve, c'est de créer 300 emplois au Québec. Je ne sais pas si tu as déjà eu un rêve qui est si fort que le seul moyen de te l'enlever de la tête, c'est de le réaliser. Là. Okay. Moi, c'est le type de rêve que j'ai. Avant d'arriver à Industrie Rainville, j'ai des petites questions. Allons-y. À 21 ans, tu es devenu entrepreneur. Oui. En sortie du cégep, j'étais pas destiné à devenir entrepreneur, mais pas du tout. J'ai étudié en matériaux composites. On était 4 finissants en matériaux composites. On a développé un casque de gardien de but. Où ça? Dans un garage, dans un sous-sol? En fait, notre projet de fin d'études était de faire... La compagnie Hi-Tech est venue nous voir puis chercher des étudiants pour faire un projet de fin d'études. Il fallait faire un genre de stage de fin d'études. Puis Hi-Tech nous est arrivé avec un projet de développer un casque de gardien de but, le masque de gardien de but au hockey. Puis on s'est mis à picosser, puis vu qu'on est des passionnés, on est arrivé à une solution. C'est sûr qu'après ça, on a fini notre projet d'études. On n'a pas tout à fait fini le casque. On a picossé un an en arrière dans le garage. Il y a un de mes chums, Serge Cahouette, un des associés. Sa mère avait une entreprise, les abeilles au foyer. Fait qu'on est allé picosser en arrière de ça. On a développé le casque de gardien de but et on est revenu voir Hi-Tech un an après notre cours. Puis on est arrivé avec le masque, puis on les a présenté la solution qu'on avait trouvée. On n'avait aucune espèce d'idée de la grosseur du marché à ce moment-là. Si tu m'aurais demandé de faire 10 masques de gardien de but, puis il fallait travailler samedi, dimanche, on était très, très, très artisanal. Puis vous étiez combien quand tu dis on? On était 4. 4 finissants, 4 chums au cégep qu'on a fini ensemble. On a développé le casque de gardien de but. Puis notre première commande est arrivée autour de... C'était 800 casques de gardien de but. Mais comment on a une commande? Après qu'on a développé notre masque moulé de le casque de joueurs, on est allé rencontrer Hi-Tech. On nous a dit, regardez, on rencontre vos normes. Puis, qui est allé rencontrer Hi-Tech? C'est Serge Cahouette qui s'occupait des ventes puis qui avait la relation avec le client. C'est Serge qui s'est occupé d'aller rencontrer Hi-Tech avec la solution. Nous autres, on était plus des agents techniques qui avaient réussi techniquement à amener la solution à un autre niveau de ce qu'ils nous demandaient. Fait que Serge est allé vendre le casque et on est revenu avec une commande de 800 casques de gardien de but par semaine. Fait qu'on est passé de 10 à 800 casques. Fait que à ce moment-là, on est passé de artisan à entrepreneur dans notre première année. Dans combien de temps, du moment que vous aviez le projet, votre petite équipe de 4, vous avez été voir des gens pour développer votre produit puis avoir la première commande? Combien de temps ça prend en général? Combien de temps ça a pris? Entre le moment où des hauts, des bas? Entre le moment où Hi-Tech est venu nous voir avec le projet au cégep, le projet de fin d'études, là, ça a pris 18 mois à peu près. Entre le moment où on a eu le projet, de regarder, de le développer, de l'emmener à la solution, puis de le mettre en production, ça a pris 18 mois avant de commencer à produire des masques en série. Puis, où on trouve des sous quand on commence, puis on est jeune entrepreneur à 21 ans, je veux dire. Hey, notre première business, pour être honnête, là, j'ai parti ça avec 2000 $. Pour vrai? On est parti avec rien. Dans le fond de notre garage, on est allé prendre un prêt avec la BDC et tout ça. Nous avait fait un petit prêt. On est parti avec ça. Puis graduellement, à force de vendre des masques, on s'est mis à de la rentabilité. En fait, notre croissance, pour supporter la croissance de Falco International, c'était tous nos bénéfices qui étaient régénérés à tous les mois. Là. Fait que vous étiez des hustlers. Vous n'étiez pas des gens d'affaires. Du tout. Vous étiez des hustlers. On va réussir. Let's go, c'est notre plan. Mais encore aujourd'hui, je me considère pas comme un homme d'affaires. Je me considère comme un entrepreneur. Un hustler. Puis un rêveur qui avec un objectif en tête. L'argent n'a jamais été un objectif, puis il ne sera jamais dans mon cas. Faut jamais. Ça a tout le temps été une conséquence de ma réussite et non pas un objectif. Si je te dis les 3 mots, moi, je vais te dire ce que j'en pense, mais toi, je voudrais entendre ton point. Je te nomme 3 mots, tu me les mets en ordre, OK? Succès, argent, passion. Lequel qui est le premier? Ah, c'est la passion, assurément. Moi aussi, je pense. C'est la passion, puis de loin en avant. Là. Passion, succès, va arriver à l'argent. Effectivement. Si tu penses de l'autre côté, tu te craches. En tout cas, ça marche pas. Dans mon cas, ça fait 3 réussites en affaires que j'ai. Puis ça n'a jamais été l'argent qui m'a drivé, c'est vraiment ma passion qui m'a poussé. Et là, cette histoire de casse de hockey, c'est ça? Oui, exactement, des masques de gardien de but. Puis là, ça a duré combien de temps, cette histoire-là? 4 ans. 4 ans à réinvestir. Après ça, on a développé des casques pour les catcheurs au baseball, le receveur au baseball. Et là, on s'est mis à faire de l'argent pour pouvoir en profiter un peu. Et est venue une chicane d'actionnaires. C'était plus facile de se partager la misère que se partager la richesse. OK.
À partir du moment qu'on a eu de la richesse, ça a été plus... 4, ça marchait plus. L'appât du gain. On a eu vraiment un crash... Interne. Oui. C'était pas la réussite à l'extérieur, c'est vraiment interne. Là. Oui, exactement. Fait que j'ai décidé que moi, je vivais pas dans ce climat de travail-là, dans cette harmonie-là. J'ai décidé de vendre mes actions. Un après-midi, le soir, j'ai eu un deuil. J'ai pas encore perdu d'être cher. Mes parents sont encore en vie. Ma famille est encore en santé. Mais j'ai eu une soirée de deuil où d'incompréhension. On était rendu qu'on vendait à travers l'Amérique du Nord. On vendait en Europe. La business allait super bien. Mais l'appât du gain a fait que cette entreprise-là... Est-ce que tu es le premier qui est parti? Oui, effectivement, j'ai été le premier à dire ça marche pas, c'est pas vrai que moi vivre dans un climat de C'est quoi, de tu même. penses, la jalousie? L'appât du gain. Le problème, c'était l'appât du gain de dire ben j'ai plus besoin de lui, j'ai pas besoin de ci. Fait que j'ai décidé de vendre. Puis le lendemain matin, à 6 heures, le lendemain matin, j'étais à ma table de travail, puis j'ai rebâti un plan d'affaires qui allait devenir Groupe Synergie Composite. Puis ça m'a repris 18 mois entre le moment où j'ai eu mon deuil. Est-ce que tu peux me redire encore, c'était quoi ton plan d'affaires? Groupe Synergie Composite, c'est l'entreprise que j'ai partie en 2000. Là, t'es seul. Là. On était 2. Il y en a un des 4 qui est resté? Non, les 4, j'ai fait mon deuil. Divorce, terminé. Ben, j'ai encore Patrick qui est encore mon très grand ami. Là. OK. On se voit régulièrement. Eric, je le vois, il vend des assurances et tout ça. On est capable de se voir. Serge, je le verrai, je serais capable de le voir dans la cérémonie, là, mais ça... C'est ça, ça a tombé. Puis comment tu as trouvé ton autre partenaire pour ta deuxième entreprise? Entre Falcon International puis Groupe Synergie Composite, j'ai travaillé pour ADS Groupe Composite. J'avais un bras droit qui s'appelait Dave Couture. Fait que Dave, quand j'ai dit que je me lançais en affaires, que je repartais en affaires, ben, il m'a dit Christy, ce serait mon rêve. Puis fait que j'ai parti. Ça faisait quoi, cette deuxième compagnie-là? Là? À ce moment-là, je rêvais de faire des camions d'Hydro-Québec en composite. Je trouvais que les camions d'Hydro-Québec, les camions de télécommunications, de distribution électrique, c'est des compagnies qui ne veulent pas avoir de rouille, qui veulent avoir des camions qui sont beaux, qui sont propres. Le plombier qui arrive chez vous avec un camion qui est propre part déjà avec un avantage sur celui que le plombier qui arrive avec un camion tout rouillé, tout croche, il rentre dans le coup chez vous, tu passes déjà avec une perception qui va te faire une job de cochon. Ouais. Tandis que celui qui arrive avec un camion qui est propre, qui est fier de son camion, qui est shiny, qui est propre, ben tu pars déjà avec la perception qui va te faire une job de qualité. Puis à ce moment-là, là, ta deuxième entreprise, là, oui. Tu étais sûr que ça, c'était la dernière, puis celle qui était pour réussir le plus possible. Effectivement, quand j'ai parti ça, en fait, partir une entreprise, pour moi, c'est mon bébé, c'est mon cœur, c'est mes tripes. Fait que j'ai parti, mon père comprenait pas comment ça, je partais tout seul dans mon garage, tout seul dans un garage à vouloir développer un rêve, alors que j'avais une condition de travail qui était agréable, mais moi, c'était pas les conditions de travail que je voulais, c'était le défi, la passion qui m'animait. Fait que j'ai parti cette entreprise-là. 3-4 mois après, j'ai commencé à embaucher du personnel. Je me suis entouré, fait qu'on a commencé à avoir une équipe. On a vécu une période difficile. Après avoir gagné le prix du jeune entrepreneur au Québec, là, il y a un concours entrepreneurial au Québec. J'ai gagné le jeune entrepreneur de l'année au Québec dans la relève. Puis le plus beau cadeau que j'ai reçu de ça, c'était d'avoir un mentor. C'est qui? C'était Normand Chevrier, un homme qui m'a aidé beaucoup. C'était un homme qui était dans la chaussure, qui a très bien réussi en affaires. Puis après, il avait une usine en France, il y en avait ici au Québec. Comment tu l'as rencontré? Par la Fondation en entrepreneurship, quand j'ai gagné le prix de jeune entrepreneur de l'année en 2001. Venait avec le prix, ils m'ont suggéré fortement, ils m'ont mis en lien avec Normand Chevrier. Qu'est-ce que Normand Chevrier t'a appris aujourd'hui à 50 ans? Normand Chevrier m'a appris que, parce que suite à ça, tout de suite après avoir gagné le prix de jeune entrepreneur de l'année, Dynasty Motorcar, un de mes clients que j'avais au Colombie-Britannique, m'a fait faillite. Fait que j'ai saigné du nez, j'ai saigné de la bouche, j'ai saigné des oreilles, des yeux. J'ai mis un genou à terre. Et Normand Chevrier est venu, me dit « Tu y crois-tu encore à ton rêve? » Oui. Fait que il me disait « Finalement, le jeune, tu saignes pas tant que ça. C'est pas si pire que ça. C'est juste une petite égratignure. » Ça fait partie de l'entrepreneur. Ça aurait pu me casser de là et de plus jamais être en affaires. Ça a pris 1 an à me relever.
pour vous donner une idée, Falco International, j'ai parti ça avec 2 000 $. Groupe Synergie Composite, j'ai parti ça avec 25 000 $. Puis j'ai perdu dans la faillite, on a perdu 50 000 $ de compte à recevoir. Puis j'avais 50 000 $ d'inventaire qui était difficilement remplaçable et tout ça. Fait que ça m'a pris 1 an avant de me relever de ce coup-là. Est-ce que tu penses qu'en entrepreneuriat, je pense de mon côté, mais j'aimerais ça entendre ce que tu as à me dire, il faut se mettre un genou à terre, il faut perdre en quelque part, il faut avoir une perte parce que sinon, tu ne sais pas ça être entrepreneur. Entrepreneur, moi, je pense qu'il faut que tu aies peur. C'est un défi contre toi-même, puis c'est une passion. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu cette défaite-là en quelque part dans ta carrière, tu ne serais pas aussi structuré aujourd'hui? C'est sûr que j'ai appris à collecter des comptes à recevoir. J'ai fait un MBA rapide en collection de comptes et détection de clients malsains, disons comme ça. Ça m'a fait grandir assurément. Par contre, je ne souhaite pas à aucun entrepreneur d'avoir à mettre le genou à terre pour apprendre. Dans mon cas, ça m'a fait grandir assurément. Aujourd'hui, sur le coup, j'ai eu beaucoup de frustration. Oui, tout à fait. Beaucoup en fait, ça m'a fait reculer de 3-4 pas par en arrière. Mais aujourd'hui, Ils t'ont peut-être aidé, ces 3-4 pas-là derrière. Parce que sinon, tu n'aurais pas faut voir ça positif, effectivement, oui. que sûrement que ça faut retenir du positif. Aujourd'hui, j'ai plus de rancune, j'ai pas de... je passe à d'autres choses, puis ma vie continue, puis je mène une bonne vie. Puis, 3e entreprise, ça arrive quand? Tu as dit qu'elle arrive quand? En fait, groupe Synergie Composite, j'ai eu l'idée en fait, en 2006, j'avais promis à mon Guillaume, mon aîné, d'aller voir les kangourous. Fait que on est parti 2 mois sabbatiques en Australie. Je faisais partie du groupement des chefs d'entreprise à ce moment-là, puis j'étais le plus jeune membre de mon club. J'étais censé être la relève de ce club-là. Les autres, c'était tous des hommes d'affaires avec des entreprises aguerries sur le cruise control. Puis ils me disaient, comment toi tu fais pour prendre 2 mois sabbatiques alors que nous autres, on n'arrive pas à prendre 3 semaines de vacances? Puis, fait que, ils disaient, t'es pas un homme d'affaires sérieux, mais je suis parti 2 mois en 2006 faire 2 mois sabbatiques en Australie. Avec ta conjointe? Oui, avec la conjointe puis les 2 enfants. On est parti découvrir l'Australie. J'avais promis qu'on irait voir les kangourous. Et j'ai décidé de louer un voilier dans la Grande Barrière de Corail, capitaine, sur une mer d'huile, carrément d'huile. Il ne peut pas avoir pas plus de vagues que ça. Là. C'était plat comme un miroir. On a fait de la plongée en apnée. On a profité. J'ai dit à ma blonde, aimes-tu ça? J'ai décidé que... Puis en fait, ça commençait déjà à mûrir l'idée de faire un tour du monde, d'aller découvrir le Pacifique. Puis je me disais, pour découvrir le Pacifique, il faudrait y aller en voilier. C'est le seul moyen de prendre le temps de rencontrer ces ethnies-là, ces gens-là. Ça serait vraiment Fait que j'ai loué un voilier dans la Grande Barrière de Corail. On a aimé ça. 3 jours, en fait. T'avais-tu déjà conduit ça? J'ai jamais embarqué sur un voilier de ma vie. C'était la première fois que j'ai embarqué là-dessus. Toi, tu sautes dans la vie. Puis là, on avait un capitaine qui s'occupait du voilier. J'ai dit à ma blonde, regarde-moi bien, mais quand on revienne, si t'aimes ça, on vend tout, puis on va faire le tour du monde. Fait que je suis revenu, j'ai avisé Dave à mon retour. On est revenu pour la fête du travail, justement. J'ai dit, Dave, Calvin, j'ai un projet. La prochaine fois, si j'ai une occasion de vendre les entreprises, je vends les entreprises. Dave me dit, qu'est-ce qu'on fait? On en reporte un autre. J'ai dit non. J'ai décidé que j'allais faire le tour du monde. Fait que demandez, vous recevrez. Quelques mois plus tard, on avait une offre d'achat pour vendre mes entreprises. Fait que c'était quand même un cheminement qui est particulier parce que d'un côté, tu es content de réussir financièrement, tu sécurises ta vie. Mais d'un autre côté, j'avais vraiment plus que le sentiment que de vendre un de mes enfants. Mm-hmm. J'ai 2 boys, puis j'avais le sentiment d'avoir un 3e, puis d'en vendre un, ça faisait bizarre. J'étais vraiment pas bien avec ça, avec mon équipe. Par contre, j'ai expliqué à mon équipe ce que j'étais. J'ai gâté mon équipe avec la vente. Ça a pris une couple de mois à accepter. Si je me trompe pas, t'es vraiment un gars d'équipe, toi. Oui. Toi, t'es un team, puis ta vie familiale reflète beaucoup sur ton entreprise parce que j'ai l'occasion de fréquenter à l'extérieur d'aujourd'hui, peut-être dans ta vie privée, puis dans ma vie privée. Et je trouve que
tu gères ton équipe, et peut-être je me trompe, là, mais tu gères ton équipe comme une famille. Les valeurs familiales, c'est très important pour toi. Effectivement, mais je trouve que la famille, si ce serait toute la famille, la famille, tu peux tout le temps tolérer un beau-frère qui serait moyen, tandis que mon équipe, quand il y en a un qui performe pas à la hauteur de son talent, bon, on se permet de se le dire. Comment tu dis ça? Je suis quelqu'un de franc et direct. Je prends vraiment le temps de m'asseoir avec la personne puis de regarder comment on peut atteindre les objectifs par rapport à les atteindre. Mais je prends vraiment le temps Je suis quelqu'un qui est proche de mon équipe, qui est vraiment... je me vois vraiment comme un coach qui est vraiment proche de son monde, proche de son... Fait que j'essaie de vraiment bien communiquer pour de bien... pas blesser la personne, mais vraiment montrer les attentes. Puis si on a besoin de formation, on a besoin de coaching, bien, on va coacher la personne pour l'emmener au niveau qu'on veut l'emmener. C'est quoi qui fait que ce milieu familial-là, ou coaching, ou peut-être pas famille, mais ton équipe est si importante? Est-ce que dans ta vie d'enfance, c'était important, vous étiez proches, vous aviez papa, maman, les petits frères, les petites sœurs, vous étiez tous ensemble? Parce que c'est un atout que tu as, là. Vraiment, c'est une qualité que j'entends beaucoup à parler de toi, là. Comment tu es attentionné à chaque membre de ton équipe, c'est spectaculaire, là. J'ai appris, si je viens d'une famille, mes parents sont encore ensemble, on est 4 enfants chez nous. On a eu une enfance heureuse, mes parents nous ont donné tout ce qu'il faut nous donner. Mais je pense que la plus grande éducation que j'ai eue, c'était de faire des sports d'équipe. J'ai joué au hockey quand j'étais jeune. J'ai appris à me lever à 5 heures le matin pour aller pratiquer à l'aréna à 6 heures. J'ai appris à gagner en équipe, puis ça m'est resté. Puis la discipline chez toi, c'est la rigueur, c'est important. Je pense que c'est la rigueur qui fait que tu réussis à avoir une entreprise qui devient prévisible. Mm-hmm. Puis la discipline, tout au long de ton cheminement jusqu'à aujourd'hui, t'as apporté que tu as Industrie Rainville. Oui, mais quand je suis revenu En fait, on est parti faire le tour du monde finalement en 2009. Mm-hmm. J'ai vendu mes entreprises en 2007. J'ai travaillé 2 ans pour eux autres pour assurer la pérennité de l'entreprise puis la passation du pouvoir. En 2009, on est parti à l'été 2009 pour un périple de 5 ans autour du monde. À ce moment-là, j'avais mis le pied sur un voilier, mais j'avais pas encore beaucoup de notions. Mais on a appris sur le tas, là. J'ai appris... mon rêve était J'ai pas arrêté à la première embûche, là. Notre premier week-end a été un peu désastre avec disons, particulier avec un voilier. Mais j'ai appris à manœuvrer après ça. Explique, parce que là, tu as ouvert une porte. Moi, je veux savoir, je suis curieuse. Parce que ça fait partie d'être entrepreneur. En fait, un voilier, c'est pas comme un camion. Tu sais, un camion, quand tu es tanné, tu mets ça sur le parc, ça arrête, c'est fini. Tu mets ça sur le côté. Tandis qu'un voilier, tant qu'il n'est pas ancré... ça bouge. Ça bouge constamment. Puis de savoir ancrer un voilier, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais c'est pas juste de faire dropper l'ancre dans l'eau, de mouiller l'ancre. Ça faut quand même qu'elle accroche fait que c'est particulier. La persévérance a fait que tu étais capable d'apprendre. Tu avais le choix de débarquer du bateau puis de dire c'est fini. Notre premier week-end, ça aurait pu finir en chalet, dire finalement, je pogne le voilier, je le lève on fait une slab de béton puis on le couche là. Non. Le rêve était de faire le tour du monde. Puis, fait que effectivement. T'es persistant. Toi, tu as un objectif, tu y vas, là. Effectivement. T'arrêtes pas. Tu sais, aujourd'hui, j'ai un rêve de créer 300 emplois, puis je me lève à 5 heures tous les matins, puis moi, me lever à 5 heures tous les matins jusqu'à temps qu'on ait 300 membres d'équipe. Puis c'est 300 emplois. Je regarde ce que j'ai emmené. 300 pour toi. Quand j'ai fait mon tour du monde, j'ai eu 5 ans à réfléchir. On naviguait 50 jours par année, mais pendant ces 50 journées de navigation-là, j'avais le temps de réfléchir et cogiter. Je regarde où ce que j'ai emmené Falco, je regarde où ce que j'ai emmené Groupe Synergie Composite. J'essayais de me mettre un objectif ambitieux, mais de façon réaliste. Puis je me suis dit, je suis capable de créer une entreprise de 300 emplois de qualité au Québec. C'est mon objectif. Mais pourquoi 300? Pourquoi pas 500? Pourquoi pas 1000? Pourquoi pas 100? C'est vrai que je me fais challenger là-dessus. Là. Tu me dis, Justin Calvin, pourquoi tu y vas pas pour 3000 membres d'équipe? Je me dis que même que j'ai une entreprise de 300 membres d'équipe de niveau qualité, surtout présentement avec la pénurie de main-d'œuvre, avec les métiers spécialisés dans lesquels on est, parce que j'aurais pu acheter 4 restaurants de chaîne rapide, de restaurants rapides, mais j'aurais créé zéro richesse avec une entreprise de même. Pour moi, c'est une entreprise manufacturière.
je regarde mes entreprises aujourd'hui, on crée 10 fois plus de richesse que d'entreprises de services. C'est correct, le service, ça en prend. Mais mes entreprises, on vend en Amérique, partout à travers l'Amérique du Nord, on vend en dollars américains, on vend en euros en Europe. C'est qui votre plus gros client? C'est Pratt & Whitney présentement. Mais c'est vraiment très proche là, avec Hendritz, Voigt et Valmet. Ils sont à peu près tout au même niveau. Puis comment Industrie Rainville est arrivée dans ta cour, comme on peut dire en bon québécois? Quand je suis revenu de mon tour du monde, en fait, j'étais en Afrique du Sud. J'ai commencé à faire des recherches avec ma firme comptable, de regarder. Je cherchais une entreprise manufacturière qui n'avait pas de relève, qui avait vécu une crise économique, qui n'avait pas de produits chimiques. Je veux être le plus éco-responsable possible. Puis qui était à Victoriaville. C'était ça mes critères que je cherchais. Fait que j'ai pas trouvé à Victo, j'ai trouvé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Industrie Rainville m'a été présenté. J'ai regardé le folio avec monsieur. En fait, j'ai reçu un folio, j'ai regardé l'entreprise. Mais là, toi, c'est de la machinerie, pour ceux qui ne savent pas. C'est du machiniste. C'est de mécanique, l'usinage mécanique, de la soudure, de la mécanique d'outillage. On fait de l'outillage très spécialisé au niveau de l'aéronautique. C'est sûr que quand j'ai vu le pedigree la première fois de cette entreprise-là, je me suis posé la question si je réussirais à faire transmettre mes valeurs. Parce que mes autres entreprises, je les ai parties de zéro, je les ai montées, tandis que là, j'ai acheté une entreprise déjà existante. Au lieu de partir de zéro. Par contre, j'avais des questions. Est-ce que cette entreprise-là va finir par me ressembler ou s'il va toujours être dans les souliers de quelqu'un que je connais pas puis que je ne réussirai jamais à chausser? Mais est-ce que tu connaissais un peu cette industrie-là? Pour être transparent, pas beaucoup. C'est une entreprise qui était, en fait, dans le groupe Synergie Composite, on faisait de la mécanique, fait que je me dis que c'était complémentaire à la mécanique. Puis dans mon cours de technicien en matériaux composites, on faisait un tronc commun avec génie mécanique, fait que c'était similaire aussi, fait que j'ai fait un tronc commun. C'est dans le domaine manufacturier, fait que je me suis lancé, on a fait déposer une offre, puis j'ai acheté M. Serge. En fait, on est arrivé le 7 juin 2014 au quai à Québec. Puis le 10, je rencontrais M. Serge pour la première fois. En fait, j'avais eu des discussions avec lui. J'étais en train de remonter le fleuve Amazon au Brésil. M. Serge a dit, viens me rencontrer. J'ai dit, ouf, ça donne mal. Je suis le fleuve Amazon, je peux pas laisser mon voilier à ma blonde, mes enfants tout seul. Fait que ça va prendre une couple de semaines avant qu'on rentre au Québec. Mais on est rentré au Québec. Puis j'ai rencontré l'entreprise. Je me suis fait une tête. Puis j'ai vu que j'étais capable en tout cas, j'avais l'audace de dire, je pense que je suis capable de chausser ces souliers-là. Je suis capable de cette entreprise-là me ressemble. Puis moi, être capable de l'emmener à 300 membres d'équipe. Je voyais le potentiel de cette entreprise-là, où ce qu'elle pouvait aller. Puis ça a pris une couple de semaines. C'est comme aller en vélo, là, une couple de semaines avant de retrouver mon équilibre. Mais aujourd'hui, je peux dire que mon vélo est en très bon équilibre puis l'entreprise est en parfaite santé. Tu as mentionné quelque chose de très important. À chaque fois que j'entends une de tes petites pages de ta vie que tu viens de me raconter, il y a une femme très importante. Oui, Annie, c'est mon ancrage. Mais Annie, elle dit quoi quand elle voit Ghislain qui dit demain, là, sur le fleuve Amazon, bon, ben là, on va s'acheter à Industrie Rainville, Taverne, on s'attend-tu? Elle dit quoi? Ben, au premier abord, ma blonde, c'est toujours non. Et on est vraiment à l'opposé total. Par contre, Annie, c'est mon ancrage, c'est mon... Oui, on est à l'opposé. Par contre, ça y prend du temps. Comme quand j'ai dit qu'on partait faire le tour du monde 5 ans, elle se voyait pas partir 5 ans loin de ses parents, loin de ses frères. C'était inimaginable pour elle. Là. C'était, au début, elle nous voyait divorcer. Elle se disait, Calvin, je peux pas faire ça. C'est des projets qui sont trop loin. C'est trop gros. C'est trop... sur le coup, quand tu annonces ça... Comment tu te prépares à annoncer ça, là? Parce que je pense que il faut vraiment que tu passes... Je pense qu'un bon entrepreneur, il faut qu'il y ait un bon team à l'interne, là. Puis c'est souvent soit qu'ils sont seuls parce que le team, il ne suit plus, ou ça soit quelqu'un qui est très fort, qui te supporte, qui va toujours dire non à toutes tes foleries, mais qui finit par dire oui, mais il faut qu'on patine. Entre toi puis moi, on le sait, là. Il faut qu'on patine. Comment on fait? Annie, c'est une question d'adaptation, là. En fait, moi, je suis toujours sujet, verbe, complément. Là. Je suis quelqu'un de direct, franc et direct. Fait que j'ai dit, Annie, c'est vers là qu'on s'en va. Elle, sur le coup, est réfractaire un peu, là. Elle a sa vie. Puis la mer aussi, là, quand tu dis on va traverser des océans, naviguer ces océans, alors que j'avais jamais mis pied sur un voilier de ma vie, là. Mm-hmm. Tu sais, elle voit plus les obstacles. Elle se dit, on peut-tu apprendre à naviguer avant de vouloir traverser le Pacifique? Mais Annie a adapté, ça y a pris une couple de mois. En fait, elle a fait la lecture
la Vlimeuse, qui est un des premiers bateaux québécois, là, la famille québécoise qui a fait le tour du monde. Les enfants ont écrit un livre 5 ans après le retour, qu'est-ce qu'ils avaient retenu de le tour du monde. Oui. Puis quand Annie a lu le passage des enfants qui raconte 5 ans après ce qu'ils avaient retenu de le tour du monde, elle est venue me voir dans le garage, puis elle a dit « Ghislain, on y va. » J'ai dit « Je sais qu'on y va, c'est clair qu'on y va, mais elle, à ce moment-là, elle avait fait son déclic, elle a dit « C'est correct, j'embarque. Est-ce qu'elle t'a toujours suivi dans toutes tes entreprises? Puis quand Toutes mes folies. Toutes mes folies. Alors, elle a toujours travaillé à côté de toi? Oui. En fait, dans Falco, dans le groupe Synergie, non, mais elle m'a toujours supporté dans tous nos projets, toutes nos folies, elle est toujours là. Tu l'as rencontrée comment? Sur la rue. Explique. J'ai vu une belle femme avec les cheveux longs noirs. Elle m'a tombé dans l'œil. C'était elle. Ouais, c'est bon, oui. C'est encore elle, ça va être... Assurément. Ça va. Puis, est-ce que parfois, tu penses que dans un couple, un entrepreneur qui est plus fort que l'autre ou l'autre qui suit, c'est difficile à l'interne? Parce que c'est sûr que tu n'es pas toujours le Ghislain Sabourin, allô, allô, avec les pompons qui dit allô, puis tout va bien. Là. Des fois, on a des crashs. Puis quand on rentre dans notre maison, on sent qu'on va être épaulé, puis comment qu'on va... Tu sais, on n'est pas toujours de bonne humeur. Là. Il y a des fois qu'il y a des contraintes, on est nerveux, on fait des gros moves. Est-ce que ça arrive des fois que ça fait ouf, mais tu sais que tu es correct? C'est quoi tu fais dans ce temps-là? Tu vas la voir, tu t'en vas boxer? Mais c'est plus Annie qui sait quand j'arrive dans une période ou dans un moment de transaction, quoi que ce soit, qu'avoue que je suis moins de mes humeurs, elle me laisse plus tranquille ces soirées-là. Là. C'est quoi ça dans ce temps-là? Qu'est-ce qui arrive? Explique-moi, en tant qu'entrepreneur, comment il devient Ghislain? Fragile, enragé, moins là, pas le temps, il comprend plus rien, il fait sa bonne affaire. C'est quoi qu'il fait? J'aurais envie de dire pensif. C'est sûr que je peux être bougon un peu, mais pensif, le premier mot qui me vient, c'est pensif. En fait, je prépare, ça me permet, dans mon ruminage, de penser au prochain move, puis le lendemain matin, quand je me relève, je suis d'attaque. C'est quoi ta limite financièrement ou tes objectifs que tu dis non, c'est trop gros? C'est où ta limite en business qui dit moi, j'irai pas là? Mais ma limite, là, présentement, que je me suis mis, c'est d'avoir 300 membres d'équipe de qualité. Puis, je vois pas comment je ferais pas pour l'atteindre. En fait, je suis sûr d'une chose, je vais l'atteindre, c'est juste pas quand. Si je t'ai dit demain matin, il faut que tu en achètes 10 compagnies pour arriver à ça. M'acheter 10 entreprises. Tout de suite là. Pas tout de suite là. Par contre, présentement, je regarde peut-être justement une dizaine d'entreprises par année qui sont à vendre ou des opportunités d'affaires. Puis je les analyse. Je prends le temps de les analyser, laquelle qui est la plus complémentaire, qui vient vraiment s'embriquer avec mon groupe d'entreprises, qui va amener une plus-value, une synergie, qui va amener de la valeur ajoutée à mon groupe. Est-ce que tu achètes tes compétiteurs? Si mon compétiteur est complémentaire puis qui amène une synergie à l'intérieur de mon groupe, oui. Mais si c'est juste... moi, c'est pas pour acheter, j'ai pas d'intérêt là-dedans. Là. J'achète dans un but de augmenter la valeur ajoutée de mes entreprises. Augmenter mon offre, augmenter ma capacité de production. Il faut que ce que j'achète fasse du sens dans mon plan d'affaires. Aujourd'hui, tu as 3 entreprises, une 4e que tu viens de faire acquisition. 3 bâtiments. J'ai une usine à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai une usine à Saint-Bruno-Montarville, puis j'ai une usine à Montréal. Montréal, c'est la fusion de 3 entreprises qui sont rendues maintenant dans le même immeuble. Je m'apprête à faire une 6e acquisition dans les prochaines semaines. Cette usine-là va être déménagée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, tu achètes tout ça pour arriver à tes 300 membres. Oui, exactement. Moi, mon objectif, c'est En fait, c'est une maladie mentale. Là. Je devrais pas... mais le seul moyen de m'enlever ça dans la tête, c'est de le réaliser. OK. Mais pour ça, parfois, il faut que tu achètes ceux qui sont en compétition ou pas? Présentement, les opportunités, c'est pas demander, vous recevrez, mais les opportunités se développent au fur et à mesure que mon entreprise, j'apprends à la connaître, je vois les opportunités qui se développent. Des entreprises à vendre, il y en a quand même une et une autre. C'est juste de bien cerner laquelle qui va vraiment bien s'embriquer chez nous. Là. Comment tu choisis tes employés? Je regarde souvent les gens passionnés. Mais comment tu sais si on t'envoie un CV par le courriel? C'est la première approche, le premier téléphone. Je prends le temps je m'implique encore beaucoup au niveau des ressources humaines. La pénurie de main-d'œuvre chez nous, je peux pas dire qu'on y touche encore.
On réussit à avoir des CV, puis on réussit à avoir des gens passionnés. Puis on a un environnement de travail qu'on a développé chez nous, ce que les gens peuvent se développer chez nous, peuvent se réaliser. Fait que ça fait qu'on est une gang de crinqués qui se réalisent. Mais qu'est-ce qui fait que tu sais que c'est lui? C'est-tu ton gut intérieur? C'est-tu son CV? C'est-tu la façon qu'il te serre la main puis qu'il te regarde dans les yeux? C'est quoi? La passion. La passion de la personne pour son métier, c'est ce qu'il fait. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Quand que les gens passionnés sont souvent extrêmement talentueux. C'est quand que Ghislain Sabourin dit non à un employé? Des fois, c'est ma petite voix intérieure. Là. J'ai peut-être laissé, mais si j'ai pas un bon feeling à l'entrevue ou quelque chose de même, j'aime mieux passer que de prêcher. Avec le passé, avec les expériences que j'ai vécues, quand que je dis ma petite voix, là, ça peut paraître un peu spirituel, ou mais... Non. On l'a toute cette petite voix-là. Je sais pas comment, mais tu sais, un instinct ou un petit bip-bip à l'intérieur... ça a tout le temps fini par confirmer 6 mois, 1 an après, que le petit bip-bip que j'avais eu au tout début... fait qu'aujourd'hui, je prends plus de... Je teste plus mon petit bip-bip. Si j'ai quelque chose qui me chicote, j'aime mieux pas embaucher ou de passer. Autant c'est une opportunité dans tout ce que je fais. Est-ce que tu es émotionnel en business? Je pense que oui. Il faut être le plus rationnel possible, mais c'est sûr que c'est une question de feeling, une question d'instinct. C'est une question tu as le sentiment que l'entreprise est bonne à acheter, tu as le sentiment qu'une personne est bonne à rejoindre l'équipe, mais c'est après ça d'y aller rationnellement, de regarder, OK, oui, c'est tel plus, tel avantage que ça va chercher. Là. C'est drôle, j'ai cette image-là, peut-être que je suis dans le champ, là. Mais je suis sûre que quelqu'un qui est proche de toi dans ton équipe, que tu as commencé avec Industrie Rainville, si c'est négatif, tu vas avoir de la peine pour la personne. Tu vas mal te sentir. Tu gères ça, mais parce qu'il faut être rationnel, mais je suis sûre que tu es émotionnel là-dedans aussi. Tu parles de couper du personnel? Oui. Présentement, mon équipe, là, le prochain qui m'a coupé, si j'ai besoin de couper, ça va être moi-même. Je veux pas couper aucun membre de mon équipe. Il n'y en a pas question. On n'est pas là du tout. J'ai pas, présentement, on vit une croissance. On n'est pas en décroissance. Fait que puis on est loin là, financièrement, ça va super bien. L'entreprise fonctionne super bien. Mais si je coupe quelqu'un présentement pour une raison X, Y, Z, moi me couper avant de couper n'importe quel membre de mon équipe. Tes valeurs sont très fortes dans ton entreprise, énormément d'ailleurs, mais tes valeurs aussi de voir le futur. Oui, j'ai la chance, en tout cas, j'ai une opportunité, je regarde... Falco International, le flair que j'ai développé avec Groupe Synergie Composite aussi, je voulais développer des camions en matériaux composites. Ça m'a amené à avoir le flair, oui. Aujourd'hui, j'ai une chance encore avec Industrie Rainville d'être opportuniste, d'être capable de voir des choses que la compétition ne voit pas, qui me permettent de naviguer en eau. Dans ton plan d'affaires, si on peut dire, tu as 3 immeubles. Ouais. Pourquoi pas les mettre juste un gros en quelque part? Présentement, j'ai 3 usines, Saint-Jean, Saint-Bruno et Montréal. Pourquoi pas te les mettre tout à Saint-Jean-sur-Richelieu? La mairesse serait sûrement contente, bien qu'en tout cas, ça, c'est un autre problème. Mais non, la main-d'œuvre, nous, c'est de la main-d'œuvre très spécialisée dans laquelle on est. Okay. C'est sûr que je gagnerais des frais d'avoir tout sous un même toit. Par contre, je crois pas que la population, autant de Saint-Jean ou Saint-Bruno ou Montréal, je suis content que mes gens de Saint-Jean-sur-Richelieu puissent s'épanouir. Je crois pas que j'ai 300 membres d'équipe dans ce que je cherche à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je dis pas que c'est du mauvais monde, c'est pas ça, mais... C'est voyagement. Je continue à croire, puis j'ai un avantage à avoir 3 usines. S'il viendrait avoir éventuellement un feu ou quoi que ce soit, une catastrophe, bien, ça me permet de continuer à produire dans mes autres usines d'opération. Tu as acheté à Montréal dernièrement une autre usine. Oui. Parce que tu as acheté Acadienne, oui, qui t'appartient. Pourquoi ils n'ont pas tous le même nom? En théorie, ils devraient tous porter le nom d'Industrie Rainville. On les fusionne toutes. Industrie Acadienne, par contre, ce qui était particulier dans cette acquisition-là, c'est une usine qui a de l'histoire, qui avait une renommée. Fait qu'on lui a gardé son nom, puis on a gardé son compte de banque. Parce que Nesco, c'était tannant. Là, j'avais 4 entreprises avec 4 comptes de banque canadiens, 4 comptes de banque américains. Je faisais 4 rapports d'impôts. On les a tous ramenés sur Industrie Rainville. Dans le cas d'Industrie Acadienne, je l'ai acheté puis je l'ai gardé sous le nom d'Acadienne, mais les autres portent tout le nom d'Industrie Rainville.
Est-ce que tu penses que le succès, c'est une décision? Est-ce que le succès, c'est une décision? Je suis obligé, c'est de la philosophie, mais je pense que oui. En fait, c'est à partir du moment... Dans mon cas, je vois pas j'ai de la misère. Je suis pas capable de me visualiser dans l'échec. Fait que je me visualise juste dans le succès. Fait que je suppose que c'est ce que ça veut dire. Tu es un winner. Je suis obligé de reconnaître que possiblement, là, quand tu as 3 succès en affaires, des bons succès, c'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne bien. Là. Ta plus grosse vision dans 5 ans, c'est où? Dans 5 ans, on va être sur le bord de fêter les 100 ans de Industrie Rainville. J'ai vraiment hâte à ce moment-là. Là, on va fêter 100 ans d'histoire. On va faire un méga party, puis on va être vraiment, vraiment sur le bord d'être 300 membres d'équipe. Fait que ça va être un PRT démesuré. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je suis honorée que tu sois venu. Merci. Merci de ton temps. Puis, aussitôt que ça grandit plus, tu m'appelles. On va faire une autre interview. C'est bon. Salut. Un gros merci. Merci.